Extrait du recueil Le monstre aux limites de l'humain, édition Flammarion, étonnant classique. Le dragon combattu par Cadmus. En ces lieux s'élevait une antique forêt que n'avait jamais violée la hache. Au centre, une caverne encombrée d'un fouillis de branches aux rejets flexibles. L'assemblage des pierres y dessinait une voûte basse. Une source y déversait ses eaux à flot. Là, caché dans l'antre, était un serpent né de Mars, et que distinguait une crête d'or. Le feu brillait dans ses yeux. Son corps est tout gonflé de venin. Il darde d'une triple langue, et sa gueule a 3 rangées de dents. Dès que les voyageurs, partis du pays tyrien, eurent, pour leur malheur, foulé le sol de ce bois, et que le vase plongé dans l'eau eut résonné au choc, le serpent au reflet d'azur allongea la tête du fond de la caverne avec d'horribles sifflements. Les vases s'échappèrent de leurs mains. Le sang ne coule plus dans leur corps, et un tremblement subit agite leurs membres frappés de terreur. Le monstre déroule avec de souples replis ses anneaux écailleux, et par bonds se recourbe en arc immense, et se dressant de plus de la moitié de sa taille dans l'air léger, il voit au-dessous de lui tout le bois. Son corps occupe autant de place que le dragon, si on le considère tout entier, qui sépare les 2 ours. Sans tarder, il se jette sur les Phéniciens, qui se disposaient soit à lancer leurs traits, soit à fuir, ou même que la peur empêchait de prendre l'un ou l'autre parti. Ils périssent, les uns de ces morsures, les autres enlacés dans ces longs replis, d'autres au souffle mortel de son haleine empestée de venin. Le soleil, au zénith, avait maintenant raccourci les ombres. Le fils d'Agénor se demande avec inquiétude ce qui peut bien retarder ses compagnons et suit les traces de ses hommes. Il avait pour vêtement la dépouille d'un lion, pour arme une lance au fer resplendissant, un javelot, et son courage qui valait encore mieux que toutes les armes. Dès qu'il fut entré dans le bois et qu'il eut vu les cadavres, et sur eux leur ennemi vainqueur étalant son corps immense et occupé à lécher de sa langue, teinte de sang leurs pitoyables blessures, « Ou je vengerai votre mort, corps de mes fidèles compagnons, ou je partagerai votre sort, dit-il. Et soulevant de sa main droite un bloc de pierre, avec une force énorme, il lance l'énorme masse. Au choc, de hautes murailles avec leurs tours élevées auraient été ébranlées. Le serpent ne fut pas blessé. Défendu comme par une cuirasse, par ses écailles et la dureté de sa sombre peau, il résista grâce à cette peau à la violence du coup. Mais cette même dureté ne le défendit pas contre le javelot qui resta planté au milieu de la courbe de la souple échine, le fer pénétrant tout entier dans ses entrailles. Le serpent, rendu furieux par la douleur, tourna la tête vers son dos, regarda sa blessure et enfonça ses dents dans la hampe fixée à son flanc. Puis, après l'avoir de toute sa force secoué dans tous les sens, il l'arracha avec effort de sa croupe. Mais le fer resta planté dans le dos. Alors, une cause nouvelle venant exciter sa fureur habituelle, son gosier se gonfla à pleine veine, une écume blanchâtre coula tout le long de sa bouche pestilentielle. Il fauche de sa queue écailleuse la terre qui en résonne, et l'haleine qu'exhale sa gueule infernale infecte l'air qu'elle empoisonne. Tantôt il se love, ses anneaux formant un cercle immense. Par moments, il s'étire, plus droit qu'une longue poutre, ou bien d'un élan prodigieux, tel un fleuve dont les pluies hâtent le cours, il se lance et du poitrail renverse les arbres qui s'opposent à son passage. Le fils d'Agénor recule un peu. De la dépouille du lion, il repousse les assauts, et il tient en respect la gueule menaçante de sa lance pointée en avant. Le monstre furieux tente en vain d'entamer le fer, résistant, et plante dans la pointe ses dents. Et déjà le sang commençait à couler de son palais venimeux, et les éclaboussures en avaient teint l'herbe verte. Mais la blessure était légère, car il se dérobait au contact, ramenait en arrière son cou, empêchait, en reculant, le fer meurtrier de se fixer, et ne le laissait pas pénétrer plus avant. C'est alors que le fils d'Agénor, lui ayant plongé le fer dans la gorge, sans répit, continua sa poursuite et son effort, jusqu'à ce qu'un chêne arrêta le recul du serpent et transperça en même temps que le bois le cou de la bête. Sous le poids du serpent, l'arbre plia
et fouetté par l'extrémité de la queue, son tronc craqua plaintivement. La déesse Athéna demande alors à Cadmus de semer les dents du dragon sur une plaine. Et voici que la protectrice du héros, descendue du ciel par les airs, Pallas, lui apparaît et lui ordonne d'ouvrir la terre et d'y enfouir les dents de serpent, d'où doit naître un peuple futur. Il obéit, et, à mesure qu'il a, appuyant sur la charrue, ouvert un sillon, il répand dans la terre selon l'ordre reçu les dents, d'où sortiront des mortels. Alors, prodige qui dépasse toute croyance, les mottes commencèrent à se soulever, et sortant des sillons, apparurent d'abord une pointe de lance, bientôt des casques couvrant des têtes qui se balancent sous les panaches de couleur, puis ce sont des épaules, une poitrine, des bras chargés de traits, et toute une moisson pousse de guerriers avec leurs boucliers. Effrayé par ses nouveaux ennemis, Cadmus se disposait à saisir ses armes. « Laisse là tes armes !» s'écrie l'un des guerriers de ce peuple que la terre venait de créer, « et n'interviens pas dans cette guerre civile. » Ce disant, d'un coup droit de son épée, il frappe à ses côtés un de ses frères nés de la terre. Lui-même tombe atteint d'un trait lancé de loin. Celui même qui lui avait donné la mort ne lui survit pas et exhale le souffle qu'il venait de recevoir. Suivant leur exemple, toute la troupe devient furieuse, et ses frères soudainement nés succombent sous leurs coups même, aux blessures qu'ils se font mutuellement. Ovide, extrait des Métamorphoses.